Alors, nous avons trois super invités pour parler de tout ça. Yves Crozet, d'abord. Alors, vous êtes professeur à Sciences Po Lyon, à l'Université de Lyon 2, spécialiste de l'économie des transports. Vous êtes auteur de Hypermobilité et politique publique changée d'époque. Dans ce livre, vous signez que nous sommes dans un monde hyper connecté, mais aussi, et on n'y pense pas toujours, hyper mobile. Et vous avez participé à une contre-expertise de l'évaluation socio-économique du Grand Paris Express, donc vous allez pouvoir vous en parler. Daniel Ibanez, ensuite, consultant spécialisé dans le domaine des procédures collectives. Vous êtes auteur du livre Lyon-Turin, les réseaux qui déraillent. Et vous êtes par ailleurs fondateur du Salon du livre des lanceuses et lanceurs d'alerte à Paris, dont la prochaine édition se déroulera les 16, 17, 18 novembre prochain, on en parlera à la Maison des Métallos. Et vous avez reçu, c'est à noter, un prix éthique Anticor en 2017. Et puis Françoise Verchères, enseignante. Vous avez été maire pendant 14 ans de Bougnay, la commune d'implantation de l'actuel aéroport de Nantes-Atlantique. Vous êtes une opposante historique au projet de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez co-présidé le collectif d'élus opposés au nouvel aéroport. Vous êtes auteur de Notre-Dame-des-Landes, la fabrication d'un mensonge d'État. Vous avez reçu pour ce combat long un prix éthique Anticor en 2017 et vous êtes devenu membre du conseil d'administration d'Anticor. Alors pour commencer ce débat avec Yves Crozet, j'ai une question à vous poser, c'est est-ce qu'il y a effectivement une spécificité française avec ces grands projets? Est-ce que c'est un particularisme français? Vous me disiez que nous étions quand même un pays d'ingénieurs et que nous étions fascinés par les grands projets, les ingénieurs qui, en principe, dans l'histoire de France, ont toujours défendu l'intérêt général. Merci. J'ai assisté au débat précédent, je me suis demandé s'il fallait que je reste parce que je suis un économiste et un expert. C'est-à-dire que je travaille avec les lobbies, j'ai été au conseil d'administration de Réseau Ferré de France, au conseil supérieur de l'aviation marchande, à l'Union routière de France, etc. Donc je suis un expert indépendant, effectivement, académique, mais qui travaille avec les lobbies. Alors je vais, à partir de là, vous pouvez tenir compte ou ne pas tenir compte de ce que je vais vous raconter. Sur l'intérêt général, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos ingénieurs des ponts, qui ont fait la pluie et le beau temps avec les ingénieurs des mines pendant des années, ils sont dans cet arbitrage entre intérêt général et intérêt particulier, ils sont dans l'angle en haut à gauche. C'est-à-dire que ce qu'on avait il y a mettons une quarantaine d'années, l'intérêt général était connu et on considérait que le décideur public était altruiste. Et je vous rappelle que c'est toujours la règle dans la Constitution de la Ve République. Quand on élit le président de la République ou la présidente, c'est comme si on choisissait le roi qui va guérir les écrouelles. C'est-à-dire qu'il doit tout faire. Et les célébrations actuelles du général de Gaulle nous renvoient à ça. On est sur l'idée qu'on a un décideur qui est un dictateur bienveillant ou un petit père des peuples. Et vous voyez bien que si vous vous déplacez en bas à droite du graphique, c'est-à-dire que si vous avez un décideur qui est non pas altruiste mais opportuniste, et ça existe forcément chez les hommes politiques, puisque ça Montaigne il avait déjà dit dans les essais il y a bien longtemps, en disant il ne faut pas considérer que le décideur public peut être scrupuleux. Il disait même l'intérêt général suppose le crime, le mensonge et la trahison. Donc le décideur public, s'il est opportuniste, et si en plus les préférences collectives sont indéterminées, on ne sait pas exactement ce qu'est l'intérêt général, c'était une des dernières questions du débat tout à l'heure, il va surfer là-dessus. Alors on peut toujours espérer se retrouver en haut à droite, parce qu'en haut à droite, c'est un décideur public altruiste qui ne sait pas ce qu'est l'intérêt général, mais qui fait un pari. Et ce pari peut être gagnant. Regardez des villes comme Strasbourg, Grenoble, Nantes, qui ont lancé le tramway, qui ont relancé le tramway dans les années 80, contre l'opinion générale. Les commerçants à Strasbourg se sont déchaînés contre Mme Trautmann. Et aujourd'hui, Strasbourg est une ville dont tout le monde chante des louanges en matière de vélo et notamment de tramway. Donc, vous voyez bien que, par définition, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus dire que l'intérêt général est connu. Sauf sur un certain nombre de petits dossiers sur lesquels les politiques font très bien leur boulot. Il faut entretenir les écoles, il faut réparer les routes, il faut qu'il y ait des jardins. Et dans la plupart des communes de France, il y a eu beaucoup d'améliorations dans ce domaine-là. Mais sur les grands projets, effectivement, il y a des enjeux majeurs.
il ne faut pas oublier que cette diapo-là, il faut la voir maintenant en transverse. C'est-à-dire que ça, c'est le dossier d'un grand projet. Est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire Lyon-Turin, Notre-Dame-des-Landes? Mais après, vous en avez d'autres. Et donc, le décideur public, il fait des arbitrages. Et il fait des arbitrages en fonction de ses soutiens. C'est-à-dire que, même s'il peut considérer que Daniel Ibanez a raison de critiquer, et je critique avec lui le projet de Lyon-Turin, le décideur public, il se trouve avec une panoplie de projets et une panoplie de supporters de ces projets. Et il est obligé de faire un accord avec d'autres. Je vous invite à lire ce qui va être dans la loi d'orientation des mobilités, la fameuse LOM, qui est en préparation actuellement au ministère, où vous avez des articles qui sont très discrets, qui vont apparaître bientôt, qui est ce dont rêvent les élus locaux. Et les élus locaux qui ont bien compris que M. Macron, il a besoin de soutien aux élections européennes. Enfin, de soutien en général en ce moment, mais aux élections européennes en particulier. Et donc quand vous vous appelez M. Juppé et que ce que vous voulez, c'est un bout d'autoroute autour de votre ville, plus le TGV Bordeaux-Toulouse, vous allez voir Macron et vous lui dites, si je te soutiens aux élections européennes, je veux que dans la loi, je puisse faire ce dont nous, élus, nous rêvons tous, c'est-à-dire créer une société comme la Société du Grand Paris, la SGP, qui aura le droit de lever des impôts particuliers, et grâce à ses recettes, elle aura le droit de faire des emprunts, et elle pourra lancer des grands projets. Donc là-dessus, vous avez M. Juppé qui veut créer une SGP pour le port de Toulouse avec le maire de Toulouse, dingue. Vous avez Xavier Bertrand qui veut l'équivalent de la SGP pour faire son canal Seine-Nord. Vous aviez M. Collomb qui révèle faire sa SGP sur l'anneau des sciences, sur le périphérique de Lyon. Vous avez des élus qui veulent une SGP pour financer la Lyon-Turin. Et ça ne se fera peut-être pas pour tous, mais ça va se faire relativement largement parce qu'en termes d'arbitrage, le politique, il doit composer. Il doit dire, ok, je lâche sur ce dossier-là et j'avance sur ce dossier-là. Donc voilà pourquoi il faut bien comprendre que le décideur politique ne peut jamais être universellement bienveillant. Il fait des arbitrages. Alors 2 mots sur le Grand Paris avant de laisser la parole à mes collègues. Le Grand Paris Express, je ne sais pas si vous pouvez passer la carte qui est juste après. Voilà, donc vous avez le projet de... Peut-être que ça bloque. Merci, c'est la seconde. Vous connaissez ce projet de Grand Paris Express qui a été avancé par M. Sarkozy en 2009. Et sur ce Grand Paris Express, 200 km de métro automatique à des vitesses relativement élevées et qui vont desservir une grande partie de Paris. Il faut savoir c'est quoi le projet du Grand Paris Express. Au départ, c'est un projet de transport porté par le syndicat des transports d'Île-de-France, qui s'appelle maintenant Île-de-France Mobilité, et qui s'appelait Arc Express. Et il s'agissait de créer un métro circulaire autour de Paris, en gros dans la première couronne actuelle, en prolongeant les lignes de métro jusqu'à ce métro, et d'avoir l'équivalent d'une circle line, comme on a à Londres, mais à une échelle plus vaste. Et donc, on pouvait avec ça mailler l'ensemble du territoire parisien et surtout développer l'habitat en première couronne. Parce que ce qui se développe aujourd'hui à Paris, c'est l'habitat en deuxième couronne. Donc, vous voyez, donc Arc Express, c'est le rond central. C'est ligne 14 en haut jusqu'à Villejuif, et puis on tournait. Et comme M. Sarkozy a lancé l'idée du Grand Paris, c'est pas du tout pour les transports, il s'en moquait des transports comme du reste. Il a lancé ça parce qu'il voulait reprendre la main sur la région parisienne, la région étant à gauche, la mairie étant à gauche, et l'État ayant moins de pouvoir. Donc pour reprendre la main, Sarkozy c'est pas un naïf, vous êtes d'accord avec moi, il fallait faire rêver. Et donc, quoi de mieux que d'utiliser les transports pour raconter des rêves et pour faire des chimères. Le discours d'avril 2009, quand M. Sarkozy présente le Grand Paris, j'ai récupéré le texte envoyé sur le site internet de l'Élysée, et puis j'ai écouté ce qu'il disait, il a rajouté quelque chose qui paraît un détail, mais qui est fondamental, et ça montre bien qu'on a un professionnel de la politique. Il a dit, grâce au Grand Paris, chaque Parisien mettra 30 minutes de moins pour aller au travail. Alors, quand on sait qu'à Paris, en moyenne, on met 1h30 par jour de transport, et que plus de 25% des gens font 2 heures de trajet, quand vous entendez ça, vous applaudissez dès demain. Évidemment, c'est une connerie. Mais tout le monde a gobé le truc. Voilà. Non mais, quand bien même ce serait vrai, que toutes les vitesses augmentent pour tout le monde et qu'on peut aller plus vite, vous connaissez le résultat.
Les résultats, c'est qu'on va plus loin. Voilà. Or, l'intérêt de l'Arc Express, c'était de densifier autour de Paris. Et là, il fallait avoir le soutien des élus de la seconde couronne. Donc, on a rajouté ce petit bout, parce qu'en bas à gauche, en plus, vous avez le plateau de Saclay, Polytechnique, et la soi-disant future Silicon Valley française. Et puis en haut à droite, il fallait voir du côté des quartiers est. Voilà, il y a Montfermeil, donc il fallait aussi en donner, entre guillemets, aux populations pauvres. Donc c'est un projet de transport qui est transformé en projet politique, et après on déroule. C'est-à-dire qu'on nous dit que ça va coûter 20 milliards d'euros, pour des comptes bien estimés qu'on sera au moins à 38 milliards d'euros, et que la trajectoire financière n'est pas maîtrisée. Donc, personnellement, je pense qu'il faut investir à Paris et qu'il y a des investissements tout à fait indispensables à Paris. Je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on prolonge la ligne 14, pas du tout opposé à la partie sud de la ligne 15 ou à la partie nord, c'est-à-dire ancienne Arc Express, mais le reste, c'est ce qu'on avait dit dans la contre-expertise qui a été publiée, c'est quelque chose sur lequel il faut discuter. Mais vous voyez bien qu'il faut comprendre comment marche la mécanique des grands projets. Pourquoi cette mécanique n'a pas de marche arrière, ou très rarement, Notre-Dame-des-Landes, ou Super Phoenix, ou le canal du Rhône-Rhin, il n'y a pas de marche arrière, tout simplement parce que derrière cette mécanique, on n'est pas sur des choix de transport. On est sur des choix où on vous fait rêver, où on vous dit c'est quelque chose qui va faire que le transport ferroviaire va se développer à l'infini en France grâce à un tunnel. Avec 50 km de voie ferrée, on va développer l'ensemble du trafic ferroviaire français, avec un aéroport. Moi, j'ai participé en tant qu'expert il y a 15 ans à une réunion avec le Conseil général des ponts et chaussées sur Notre-Dame-des-Landes. Tous les gars des ponts et chaussées qui étaient là autour de la table disaient, du point de vue aéronautique, il n'y a aucun besoin de faire ce projet. Le seul intérêt, ça serait de fermer l'aéroport si vraiment on veut développer la ville de Nantes. Mais on ne le ferme pas, parce qu'on le garde à cause d'Airbus. Donc le projet, on savait depuis très longtemps que ce n'était pas un bon projet, mais la mécanique locale a fonctionné parce qu'il fallait raconter des chiffres. Alors sur le Grand Paris Express, effectivement, vous l'avez dit, un rapport de la Cour des comptes a dénoncé ces dérives de coûts, de nombreuses pratiques contraires au droit de la concurrence et au principe de la commande publique, ce qui a amené Anticor à saisir dans ce dossier le parquet national financier. Des dérives, il y en a eu également, et elles ont eu heureusement un terme dans ce cas-là. On va parler avec vous, Françoise Vercher, notamment de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Moi, ce que j'ai appris, c'est que ce projet remonte à loin, puisqu'il s'agissait au tout départ, dans les années 60, de construire une piste pour accueillir le Concorde. Et puis ce projet, le Concorde, pour lui la carrière qu'on connaît, ce projet a été mis en sommeil et puis relancé en 2000 avec cette ZAD qui a été occupée à partir de 2009, puis en janvier 2018, au début de l'année. Donc le projet enfin été abandonné. Là aussi, selon vous, Françoise Vercher, l'intérêt général n'a pas été défendu. Alors oui, alors moi je suis une très ancienne élue. Et donc, je dois dire que j'ai, pendant toute ma carrière d'élu, défendu l'intérêt général, utilisé les outils très intéressants, la préemption, la réserve foncière, voire l'expropriation, pour ce qui semblait à l'équipe que je menais à l'époque, l'intérêt général. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Vous le disiez tout à l'heure, c'est pas si facile de le définir. Alors je vous ai mis en première diapo un film que peut-être vous avez vu ou que vous irez voir, qui s'appelle L'intérêt général et moi, qui a été réalisé par Julien Milanesi et Sophie Métriche. Julien Milanesi est chercheur et il a comparé 3 cas, Notre-Dame-des-Landes, l'autoroute A65 pour Langon, qui est la plus chère de France, l'autoroute la plus chère de France, et dont on peut discuter d'utilité, et le projet de LGV Bordeaux-Espagne, qui a été pour l'instant arrêté. Et son film est intéressant parce qu'il pose la question de l'intérêt général et de l'intérêt particulier. Parce qu'une des manières de décrédibiliser tout de suite l'opposition, c'est de dire les gens qui s'opposent sont les riverains ou les gens que le projet va déranger, le fameux syndrome NIMBY, qui veut dire pas dans mon jardin en anglais, et donc ça décrédibilise les opposants. Or, c'est bien logique que ce soit d'abord les premiers concernés par un projet qui s'attachent à ce projet. Donc effectivement, l'intérêt général, ça n'est pas si facile, et moi j'ai été absolument sidérée quand j'ai tiré le fil
de l'histoire de l'aéroport, j'étais maire de la commune de l'actuel aéroport. Donc je dois dire que c'est un intérêt particulier qui m'a amené à regarder le dossier. Je me suis dit, mais voyons, si on déménage l'aéroport, que se passe-t-il pour l'usine Airbus? Que se passe-t-il pour la commune? Parce que quand Airbus avait le rhume, nous on avait franchement la grippe, et si vous enlevez l'aéroport, on risquait de ne plus avoir l'usine Airbus. Donc j'ai commencé à regarder, à ouvrir le dossier. Et là, j'ai été stupéfaite des comportements. Donc la question aussi, c'est la question de l'utilité publique. Vous voyez, je vous ai mis cette photo, une des manifestations de Notre-Dame-des-Landes, le plus vieux conflit peut-être foncier de France, hein, un des plus vieux en tout cas, où on a fait 1000 manifestations, et la question qui se posait, c'était finalement, est-ce que c'est un projet d'utilité publique ou un projet d'inutilité publique? Donc juste un petit rappel, il y en a qui ne connaissent peut-être pas l'éléphant blanc. C'est un symbole, vous voyez cet éléphant qui est là, c'est le symbole des grands projets inutiles, parce que l'éléphant blanc en Inde était un éléphant qu'on ne faisait pas travailler, et donc qui coûtait très cher à son propriétaire, parce qu'il fallait le nourrir et ne pas le faire travailler. Donc c'est le symbole aujourd'hui des grands projets qui coûtent très cher et qui ne sont pas utiles. Donc je disais que de la ligne Maginot d'hier, projet qui n'a pas fonctionné, on peut le dire, au Lyon-Turin aujourd'hui, ils sont nombreux, les projets inutiles. Et tu posais la question tout à l'heure, Christophe, est-ce que c'est seulement en France? Hélas, non. Là, j'ai listé quelques projets en France parce qu'on a travaillé ensemble et on a essayé de décortiquer les raisons de l'impasse à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs. Donc vous voyez, on avait travaillé avec les opposants au barrage de Sivins, le Center Park de Roibon, la LGV Bordeaux-Espagne, la traversée centrale des Pyrénées. Il y a un projet de franchir les Pyrénées. L'autoroute A65, Europa City, que vous connaissez j'imagine, la LGV Limoges-Poitiers, la ligne Lyon-Turin, NDDL. Mais à l'étranger, vous avez la mine d'or en Roumanie de Rosia Montana, les grands bateaux dans la lagune de Venise, Florence, la gare de Stuttgart, enfin on peut en trouver qui fonctionnent un peu de la même manière. Alors, la grosse question, c'est pourquoi on dit grand projet inutile, imposé. D'où vient le deuxième I, imposé, alors que tout le monde, et notamment en France, connaît la fameuse démocratie participative. Le mot magique qui permet de faire accepter, et le mot acceptabilité est très utilisé par les porteurs de projets, les grands projets qu'on considère comme inutiles. Parce que nous sommes absolument bordés de procédures en France. Hein. Nous avons les débats publics, nous avons les enquêtes d'utilité publique, nous avons des avis, l'avis du Conseil général de... Voilà, les hautes autorités, la haute autorité environnementale, nous avons les concertations, etc., etc. Et puis, des tas de commissions, c'est-à-dire que les projets sont débattus et on peut vous donner l'illusion qu'effectivement, vous avez été écoutez, est-ce que c'est une démocratie en trompe-l'œil? Nous pensons que oui, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu, pour les plus anciens qui se souviennent de ce qu'était le Canada Dry, hein, qui avait l'odeur, la couleur et le goût de l'alcool, mais qui n'était pas de l'alcool. Eh bien, la démocratie telle qu'elle est prévue pour ces grands projets nous semble être vraiment une démocratie Canada Dry, et le regretté Coluche l'avait dit de manière beaucoup plus clair que moi, la dictature c'est ferme ta gueule et la démocratie c'est cause toujours. Et le cause toujours, c'est quand même ce que nous avons vécu. Alors, moi j'étais présidente d'un collectif d'élus, maire, conseillère départementale, enfin générale, donc on avait le sentiment qu'on pouvait peut-être regarder vraiment le dossier à fond et comprendre pourquoi on voulait absolument le faire. Alors, je passe rapidement, mais je n'arrive pas à déclencher. Voilà, c'est bon. Ah, d'accord. Alors, je vous ai cité ces mouvements d'opposition à des projets qu'on a regardés tous de près et qui nous paraissaient, en tout cas, pas d'utilité publique, coûtant cher et ne répondant pas aux besoins de la population. Le mot « besoin » est très rarement utilisé dans certains grands projets. Ce sont des paris, des projections sur l'avenir, mais rarement une réponse à des besoins. Moi, quand il faut construire une école, comme vous le disiez, ça c'est facile. Le besoin est facilement identifiable et on y répond.
Un aéroport, c'est une autre affaire. Quel est le besoin? Besoin de mobilité, bien sûr. Et donc, on avait été reçu par la commission d'Alain Richard, qui avait été mise en place, vous vous en souvenez peut-être, après la mort de Rémi Fraisse. François Hollande avait dit « Comment est-ce que c'est possible ?» je cite à peu près de mémoire, qu'alors que toutes les procédures ont été respectées pour le barrage de Sivins, il y ait une telle violence, la violence venant, dans sa bouche, des opposants. Et donc, il y avait eu une commission, commission présidée par Alain Richard, ancien ministre de la Défense, qui nous avait auditionnés. On est un certain nombre à y être allés. Ce sont les mouvements que je vous ai montrés là. Donc, voilà, on vous a montré une jolie photo tout à l'heure, enfin, vous l'avez vu passer très rapidement. Voilà. On a été auditionnés. Bien sûr, bien sûr, ça, il a fallu demander, mais je passe les détails, Raymond. On a presque supplié pour être auditionné en disant on ne va pas venir vous parler chacun de notre problème, on va vous parler des dysfonctionnements des procédures. Parce que ces procédures qui sont, paraît-il, formidables pour décider de l'intérêt général et valider l'utilité publique, ont un certain nombre de défauts que je vous liste très vite, mais c'est très important que vous compreniez que même si vous participez honnêtement à tout cela, de toute façon, c'est plié. C'est plié. L'utilité publique est présumée. Elle est rarement prouvée, précisément parce qu'on ne répond pas à des besoins toujours, mais qu'on avance des objectifs. Je pourrais donner autant d'exemples que vous voulez. Le saucissonnage, qui est une technique extrêmement courante, qui maintenant n'est plus autorisée, mais qui l'a été longtemps, ça consiste à démarrer un morceau du puzzle. Une fois que vous avez posé un morceau, forcément, il faut poser le deuxième, troisième, etc. Et donc, on ne vous présente jamais la globalité, ce qui permet de passer plus vite. L'impact environnemental, on disait tout à l'heure que c'est sans doute un des problèmes majeurs d'un certain nombre des grands dossiers. L'impact environnemental n'arrive qu'après la décision d'utilité publique. On décide que Notre-Dame-des-Landes doit se faire, on déclare l'utilité publique, on déclenche expropriation, etc. Et plusieurs années après, 4 ans après, on fait l'enquête publique loi sur l'eau qui découvre, tiens, comme c'est bizarre, que 98% des terrains sont humides. Et que donc, ça va être une sacrée galère de faire un aéroport sans compter les destructions. Donc l'impact environnemental n'arrive pas au début. Les avis, on a parlé des différents avis, ils sont consultatifs. Et donc vous pouvez avoir un décret signé, alors selon le niveau, par un préfet ou par un ministre, qui dit, vu l'avis de la commission machin, vu l'avis du conseil de, vu l'avis de, vu l'avis de, vu l'avis de, je déclare l'utilité publique, quand bien même les avis seraient négatifs. C'est-à-dire qu'en dernier ressort, et sans avoir à justifier, c'est l'administration, le préfet, le ministre, le maire de temps en temps, le conseil municipal, qui décide. Mais quand on est dans les grands projets, on n'est pas sur les... Voilà. Le périmètre des enquêtes publiques et la technicité des dossiers fait que c'est extrêmement compliqué pour des citoyens de rentrer notamment dans les très grands projets. Et nous, il a fallu qu'on monte notre expertise citoyenne de manière extrêmement rapide pour pouvoir contrer les arguments qui n'en étaient pas. Dernier point qu'on voit, voilà. Les conflits d'intérêts, je passe rapidement, mais Daniel donnera des exemples. L'absence de transparence et la rétention d'informations. Vous pouvez avoir des dossiers épais comme ça, mais on ne vous donne pas justement la pièce qui permet éventuellement de fragiliser l'argumentaire. Les mensonges, ça existe, et les refus de la contre-expertise. Alors, vous êtes un expert qui, de temps en temps, effectivement, contre-expertisé, mais le refus de la contre-expertise citoyenne est stupéfiant. Alors que dans les textes, et les textes, quand on les regarde, on les avait étudiés, les circulaires, Bianco, etc., c'est très bien, c'est parfait sur le papier. C'est tout le monde doit être entendu, les propositions alternatives doivent être étudiées, les citoyens doivent avoir réponse à toutes les questions, s'ils proposent quelque chose, ça doit être entendu, etc. Donc il y a effectivement sur le papier une démocratie participative théorique, et dans la réalité, les gros dossiers sont bouclés à l'avance et il y a un enrobage qui permet l'acceptabilité. Alors on est obligé évidemment d'aller devant l'Assemblée nationale, par exemple, non à l'aéroport, ou bien
ça va trop vite, je ne sais pas ce qui se passe. Ah ouais, mais voilà. Ou bien, comme on l'a fait à Notre-Dame-des-Landes, pendant pratiquement 18 mois, des opposants sont restés devant le Conseil général tous les jours, par tous les temps, pour dire aux élus, vous décidez aujourd'hui, comment assumerez-vous votre choix demain, et réfléchissez. Ça n'est pas rien comme engagement. Alors, très vite, parce que je ne peux pas monopoliser la parole, mais moi j'ai écrit un petit bouquin pour essayer d'expliquer justement comment les procédures donnent l'illusion de la démocratie, mais quelles sont les raisons qui font qu'on reste dans des impasses, comme celle de Notre-Dame-des-Landes, qui a quand même pourri la vie de ce pays pendant des années, alors qu'objectivement, même la question de Notre-Dame-des-Landes est 1000 fois moins financièrement importante que le Lyon-Turin ou que le Grand Paris. Et tout le monde connaît Notre-Dame-des-Landes, tout le monde ne connaît pas la ville où il y a l'aéroport, le vrai, hein, le seul qui va résister. Personne ne connaît cette ville, je trouve ça très injuste. Hein. Mais Notre-Dame-des-Landes, tout le monde en a entendu parler. Comment est-il possible qu'on soit resté dans une telle impasse? Et moi, ça m'a beaucoup questionné comme élu. Donc j'ai une série d'hypothèses. Je vous les soumets, on en débattra si vous voulez. Je pense qu'on a la conjonction de la féodalité et du centralisme jacobin. Alors moi, je suis plutôt une jacobine, mais si l'État est moderne, intelligent, équitable, je serai jacobine. On a aujourd'hui les méfaits de la décentralisation, c'est le retour à une forme de féodalité. Nous avons des grands barons. Il suffit de voir la réaction d'Alain Rousset lorsqu'il y a eu un coup d'arrêt par la commission d'enquête publique pour la LGV. Il a dit tout de suite, de toute façon, ce n'est pas les commissaires enquêteurs qui décident, ça sera l'État. Alain Pidalis a dit la même chose, et les grands féodaux veulent leur autoroute, leur aéroport, leur machin, leur truc. Le couple infernal, mais qui peut être très sympathique, hein, élu-technicien. Alors, quand vous avez des élus qui sont sur le logiciel des 30 Glorieuses, et c'est hélas une grande partie encore des élus, donc ils veulent bâtir, parce que ce qui s'inaugure, c'est un truc qui se voit, qui est en béton, voilà, qui va durer. Donc l'élu rêve de son machin. Le technicien, pour prendre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, moi je suis consciente que les gens de la Direction Générale de l'Aviation Civile, ils rêvaient de voir un nouvel aéroport, hyper moderne, le meilleur, de pistes formidables, etc. Donc, quand vous les mettez ensemble, et ils se mettent ensemble, hein, vous le savez, et ben c'est de la pensée. Je suis désolée de le dire pour ceux qui sont... Il n'y a peut-être pas de grands élus ici. Mais en tout cas, la paresse de la pensée, c'est une triste réalité. C'est-à-dire que beaucoup de grands élus décideurs utilisent des slogans, des mantras qu'ils répètent en guise d'argument. Ils ne connaissent pas les dossiers, ils ne les ouvrent pas. En revanche, ils ont des fiches, et donc ils peuvent, et là j'ai une série de déclarations, hein, vous pouvez tous les prendre, de Jean-Yves Le Drian, je parle de l'aéroport, mais on pourrait trouver les mêmes pour le Lyon-Turin, de Jean-Yves Le Drian. Comment peut-on priver les Bretons d'une accessibilité aérienne? On a un aéroport international, personne n'en a... Voilà. Jean-Marc Ayrault, c'est bien sûr le développement, l'avenir des enfants, l'emploi. Ce sont des mantras. Quand ensuite on leur dit, mais tiens, est-ce que vous connaissez la longueur de la piste de l'aéroport qui va être construit? Non, ils ne savent pas. Sauf que ce qu'ils disent est contradictoire avec le dossier. Hein. Mais ils le répètent. Et à force de le répéter, ils doivent finir par le croire, parce qu'ils en restent là. Et quand je disais féodalité, il faut aussi que vous n'oubliez pas que les élus fonctionnent dans un système de suzerains et de vassaux. Donc tous les élus qui votent au conseil départemental ou à la collectivité Nantes Métropole, qui vont déclencher des subventions d'argent public, font confiance aux grands élus, puisque c'est quand même aux grands élus qu'ils doivent souvent leur place. Et donc, si le grand élu a décidé, c'est que c'est bien, et donc on va voter sans ouvrir le dossier. Le nombre de gens qui n'ont pas ouvert le dossier. Je termine très vite. Ce qu'on appelle le piège abscon, c'est un truc des sociopsychologues que nous faisons tous. Quand on est engagé dans une voie, quelle qu'elle soit, vous avez fait un premier choix, il est extrêmement difficile psychologiquement, ça doit être un invariant de notre cerveau, c'est très difficile de reculer. Et donc là, on l'a vu, nous, on a proposé 1000 fois des sorties honorables. Impossible.
parce qu'ils avaient décidé et donc ils ne pouvaient pas faire machine arrière. L'irresponsabilité de fait des décideurs, parce qu'ils votent les budgets, ils engagent l'argent public, mais quelle est la responsabilité des trucs qui capotent? Zéro. Donc il n'y a aucun risque à décider, aucun. Et puis, alors je termine par les lobbies, bien sûr, la connivence du monde politique et du monde des affaires. J'ai cité le BTP, l'eau et les déchets. Nous, on était bien placés puisque sur l'aéroport, c'était le grand groupe Vinci et qui avait l'idée d'immobilier en plus de l'aéroport. Et la dernière phrase qui a sauté, parce que mon PowerPoint n'est pas bien fait, c'est « argent sale, point d'interrogation ». Je mets le point d'interrogation de manière à ne pas être attaqué. Et donc, je peux vous dire qu'il y en a, Alors, c'est moins connu que peut-être, enfin, moins facile à détecter qu'avant, parce qu'avant, c'était assez simple, tout le monde savait que le BTP nous mettait de l'argent sur la table. Ils venaient même nous les proposer aux conseils municipaux. Hein. Il y a 20 ans, ils venaient en disant « Donnez-moi votre régie municipale, vous me la donnez pour l'eau, j'injecte tant de millions dans votre budget communal à l'époque. » Voilà, maintenant, c'est beaucoup plus pervers, mais je pense que ça existe. Voilà. Et malgré tout, Françoise, vous avez gagné. Et malgré tout, nous avons gagné, mais vous voyez, on a gagné grâce à ça. C'est-à-dire, on a gagné grâce à une mobilisation politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas cessé. Moi, j'étais collectif d'élus opposés, donc on a travaillé sur le fond du dossier, parce qu'il faut impérativement démonter le fond du dossier, sinon, c'est pas la peine. Si on arrive à le démonter, on a en parallèle aussi les actions juridiques, et puis nous, on a eu une mobilisation citoyenne extrêmement particulière, avec occupation du terrain, mais aussi des gigantesques manifestations, qui faisaient que ce projet, finalement, il était plus source d'ennui, et je pense que c'est pour ça qu'il a été abandonné. S'il avait vraiment été indispensable au business, je pense qu'on aurait été écrasé peut-être. Mais comme on pouvait, parce qu'on avait prouvé que l'aéroport actuel pouvait continuer, on l'a prouvé, et ça c'était vraiment un travail de fond sur le dossier, il pouvait abandonner parce que sinon c'était tous ces gens-là déferlaient sur la zone pour empêcher les bulldozers d'arriver. Donc voilà. J'ai été très longue, excuse-moi. Autre grand projet qualifié d'inutile, Lyon-Turin, avec Daniel Ibanez qui est pareil, la même issue, sans doute, pour ce projet. Alors, la ligne de chemin de fer à grande vitesse Lyon-Turin, c'est 65 km d'infrastructure, dont 57 km de tunnel, pour un coût de 8,6 milliards d'euros, mise en service de la ligne prévue en 2030, sauf si le projet est arrêté. Et là, ce qui est caractéristique dans ce projet, c'est qu'il est en partie financé par l'Europe. Daniel Ibanez, les opposants pour Lyon-Turin, se battent non seulement contre l'État, contre la région, mais aussi contre l'Europe. Alors, oui, juste une petite précision. En fait, le tunnel de 57 km est annoncé à 8,6 milliards. En fait, il y a déjà une étude à 9,6 milliards et les Suisses sont à 12 milliards pour le même tunnel. Mais en fait, un tunnel sous une montagne sans des accès à côté, ça ne sert à rien, c'est la chapelle dans le désert. Donc en fait, le projet, c'est 26 milliards. Sans les 26 milliards, on ne fait rien. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, on peut faire Paris-Milan en 5h30. On nous dit on pourrait le faire en 4 heures, mais c'est 26 milliards. Hein, voilà, 1h30 gagnée pour 26 milliards. Bon, on peut trouver preneur, mais ça ne marche pas toujours. Alors, pour essayer de répondre un petit peu à la question qui se pose, là, pourquoi on se lance dans des projets, moi je vous ai préparé un diaporama. La première des choses, c'est que, puisque le Lyon-Turin est un projet européen, entre la France et l'Italie et l'Europe, voilà, je rappelle juste qu'en 2016, donc, on envoie 19 milliards et demi à l'Europe, et la France en perçoit finalement 11 milliards 3. Juste une donnée qu'il faut conserver. Alors bon, pourquoi j'ai plus la manip là, voilà, ça y est. Alors, je voudrais dire que, en fait, il faut savoir que l'Europe est extrêmement à la manœuvre sur les projets européens. Le Lyon-Turin est un projet de partenariat public-privé. Vous ne savez peut-être pas, je le dis, parce que tout le monde pense que comme on parle de ferroviaire, c'est forcément du public. Alors la réponse est non. La réponse est non pour une raison très simple, c'est que quand vous prenez le livre blanc
de l'Union européenne que vous avez là, vous voyez que dans les critères d'évaluation ex ante, sur la gauche, il faut intégrer dans le processus d'évaluation une vérification de la faisabilité du PPP, afin que cette option soit analysée. Vous voulez une subvention européenne pour un projet de transport, c'est simple, vous devez envisager le PPP. Alors, le point 38, il faut mettre en place un cadre propice au développement des PPP, réviser en conséquence les règlements du RTE-T pour tenir compte des procédures de PPP, il faut inciter les États membres à recourir à davantage de PPP, enfin PPP, partenariat public-privé, il y en a de partout. Vous voulez une subvention européenne, 40% ce que vous voulez, alors hein, vous vous souvenez la diapo d'avant, quand vous avez 40% de subvention de l'Europe, c'est quand même que vous avez d'abord envoyé la monnaie. Hein, il n'y a pas d'impôt européen, donc voilà, vous avez envoyé 19 milliards, vous récupérez 11 milliards, quand on vous donne 40% sur votre projet, c'est que vous avez dit que vous le faisiez en PPP, et les 40%, c'est vous qui les avez payés à hauteur de votre contribution positive. Donc on va passer à la suivante. Bon, moi j'y arrive plus, donc si on peut la passer, la suivante. Voilà. Alors, le truc c'est que, une fois que vous avez demandé l'argent à l'Europe, bien évidemment, vous prenez des décrets qui appliquent ça. Alors vous voyez que dans le décret pour le Lyon-Turin, pour la ratification de l'accord, on vous dit qu'il faudra qu'il y ait un transfert optimal des risques entre secteur public et privé. J'attire votre attention parce que c'est toujours très intelligemment rédigé. Hein, quand on lit ça au premier truc, on se dit c'est un transfert optimal entre le secteur public et le secteur privé. Comme vous pensez les choses bien, vous vous dites du secteur public vers le secteur privé. Mais c'est pas ça qu'il y a marqué. Il y a marqué entre. Et donc ne croyez pas que ça ne peut pas aller dans l'autre sens. D'ailleurs, ça va toujours dans l'autre sens dans les partenariats publics-privés, puisqu'il y a toujours une garantie de rentabilité sur le truc. D'accord? Donc vous voyez, c'est intéressant ça, la manière dont c'est écrit quand même les choses. Et vous voyez, en B, le montage financier, donc on est toujours sur l'accord franco-italien ratifié, le montage financier du projet Lyon-Turin devra rechercher la meilleure façon de mobiliser les capitaux privés. Je vous donne un exemple, dans le passé, on avait mobilisé des capitaux privés pour un super projet qui s'appelle Eurotunnel. Il y a peu de candidats à la reprise d'action Eurotunnel Lyon-Turin. Vous voyez, il n'y a plus beaucoup de candidats, donc là ils se sont dit, bon, il va falloir trouver un privé, mais d'abord on va mettre 90% pour le public. Alors on va passer à la diapo suivante. Je vous donne cette piste parce que, vous voyez, on est vraiment intéressé là, vous voyez, vous avez envoyé de l'argent sur l'Europe, l'Europe vous dit qu'il faut faire du partenariat public-privé, vous l'intégrez dans l'accord franco-italien. Dans le dossier d'enquête publique de 2006 du tunnel seulement, on vous dit le schéma de type partenariat public-privé dans lequel un partenariat privé s'engage à construire l'infrastructure, assurer sa disponibilité pendant une longue période. Le schéma 4 prévoit que finalement c'est le secteur public qui réalise le génie civil, 90% du coût, et que le partenaire privé, lui, dispose de l'équipement et il gère l'ouvrage. Allez, la diapo suivante. Donc, vous voyez, on est... Hein, tranquille. Alors en 2012, enquête publique, tout ça. Alors là, on vous dit que 21% du coût est financé en partie public-privé, très bien. 39% du coût total par l'Italie, toujours financement public-privé. Vous voyez, alors ça c'est Réseau Ferré de France en 2012. Le précédent c'était Lyon-Turin Ferroviaire, dont Réseau Ferré de France était associé à 50% avec les Italiens. Alors on va aller à la diapo suivante. Donc vous voyez, on fait... alors là, le dossier de presse de Lyon-Turin Ferroviaire nous dit le truc. Dans tous les cas étudiés, les travaux d'équipement, voies caténaires, signalisation sont eux attribués à un partenaire privé chargé ensuite de la gestion des équipements dans le cadre d'un partenariat public-privé. Vous comprenez bien que quand vous faites une opération de ce genre, vous voyez, c'est déjà bien ficelé au niveau européen. Hein. Tu veux la subvention, déjà tu m'envoies l'argent, je te renvoie l'argent, mais par contre, partenariat public-privé. Qui profite des partenariats public-privé? Le privé, on est bien d'accord? Et alors, on s'aperçoit, alors voilà, alors tiens, dans le privé par exemple, on a un truc qui s'appelle, vous voyez, je vous ai mis la copie, le rapport moral du président pour l'exercice 2014-2015 de... On le voit un petit, je l'ai mis en gros, l'Institut de la gestion déléguée. Truc propre. Hein. Gestion déléguée, alors pour ceux qui sont un petit peu spécialistes, vous voyez, les délégations de services publics, c'est de la gestion déléguée. Tout ça. Mais
Et là, c'est parce qu'ils ont changé le logo, parce qu'avant, ils avaient un logo qui était quand même beaucoup plus explicite pour les anglicistes. Ah non, il faut revenir un tout petit peu en avant, s'il te plaît. Voilà. IGD, the French Institute for PPP, l'Institut français des partenariats publics-privés. Voilà ce que ça voulait dire. Vous comprenez bien le truc? Pourquoi je vous montre ça? Vous vous dites, tiens, c'est un peu bizarre tout ça, parce que ce truc-là est finalement quelque chose d'extrêmement important. C'est le centre névralgique de toutes les privatisations en France. Le centre névralgique, et on va le voir sur la diapo suivante. On a des membres fondateurs. Alors là, génial, on a Accenture, Bouygues, Colas, Cofeli, Spidatignoles, Vinci, Veolia, Suez, bon, enfin, vous avez tout le monde, hein, la SOR, tout ça. Et à côté, vous avez des membres de droit qui sont des acteurs publics qui sont là-dedans. Alors, bien évidemment, le président de l'IGD est élu par le conseil d'administration. Le voilà, tiens, non, le précédent. Voilà, celui-là, voilà. Alors, ah non, ça c'était la suivante, c'est ça? Il y en avait une avant, alors voilà, celle-là. Alors voilà, on voit que donc, le président de l'Institut de la gestion déléguée, c'est M. Hubert Duménil, vous connaissez peut-être, voilà. Et donc on apprend aussi que, tiens, il vient d'être nommé président de Lyon-Turin Ferroviaire. Alors, ça tombe bien, on va faire un peu partenariat public-privé, comme je posais la question tout à l'heure, tant qu'à faire au moins autant avoir des gens compétents. Alors le petit problème, c'est qu'il était président de Réseau Ferré de France. Et c'est lui qui a fait toutes les enquêtes publiques. Et comme président de Réseau Ferré de France, il représentait donc Réseau Ferré de France dans Lyon-Turin Ferroviaire à 50%, puisque c'était lui qui représentait. Et alors, on a un petit problème, c'est que, donc, il est président de l'Institut de la gestion déléguée, président de Lyon-Turin Ferroviaire, et là on peut passer à la diapo suivante, comme président de Lyon-Turin Ferroviaire, bien sûr, il va signer des marchés pour Spidatignoles, qu'il a élu comme président de l'Institut de la gestion déléguée. Enfin, vous voyez, les circuits courts, quoi. Hein, non, mais c'est vrai. Et alors, donc, vous allez avoir beaucoup de choses. Alors bon, vous allez avoir aussi le rapporteur spécial de la mission parlementaire, Michel Destaut, qui va être au bureau aussi de l'IGD, qui va faire le rapport sur comment financer Lyon-Turin. Vous allez avoir le nouveau président maintenant de la FNOT, qui à l'époque ne l'était pas, mais qui était délégué pour l'UTP au bureau de l'Institut de la gestion déléguée. Vous allez avoir Monsieur Duron, qui comme président, comme député et président de l'association des maires des grandes villes de France, a une place de droit. Alors quand je lui ai écrit, je lui ai dit, c'est embêtant, vous étiez là-dedans et tout ça. Il me dit, non mais j'ai jamais siégé, donc c'est pas un problème. Vous n'avez jamais siégé, mais vous êtes président de la FIT, vous envoyez de l'argent, vous voyez. Vous aviez le préfet qui a été nommé coordinateur de Lyon-Turin, qui siégeait au bureau également. Et puis vous avez même le rapporteur général du Conseil d'État. Donc quand vous allez au Conseil d'État pour contester une décision, je sais qu'il n'y a pas de porosité entre la Chambre des travaux publics du Conseil d'État et les requérants, mais il se trouve que le requérant à l'utilité publique s'appelait M. Hubert Duménil, qui est président de l'Institut de la gestion déléguée, et dans le bureau duquel on va retrouver le rapporteur général qui avait eu une formule en 2007 extraordinaire. Il avait dit le projet Lyon-Turin du tunnel de base a été soumis à la section travaux publics de l'État, qui a considéré que compte tenu des accords signés entre les États, l'utilité publique devait être regardée comme présumée. Alors après, vous êtes bien pour aller contester l'utilité publique au Conseil d'État. Voilà. Alors, donc, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez que finalement, on est dans une sorte d'économie circulaire, un circuit court économie circulaire. Vous envoyez l'argent à l'Europe qui vous dit comment il faut faire en partenariat public-privé, puis après ça redescend, et sur cet exemple, en tous les cas c'est une piste de réflexion, vous avez tous les mecs de la gestion des partenariats public-privés qui vont gérer le grand projet et redonner les marchés, bien sûr, au groupe de BTP. Voilà. Alors maintenant, je vais juste vous illustrer sur un exemple, parce qu'il y a une jurisprudence qui va probablement sortir très rapidement, qui est porteuse de grands espoirs.
Alors, on va y aller. Alors voilà, je suis allé à la cour administrative d'appel où on m'a dit que, en fait, je m'étais trompé parce que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens fondés sur la violation des articles, alors c'est pas R 1239, c'est R 123-9 du Code de l'environnement, parce qu'il fallait utiliser l'article R 11-14-4 du Code de l'expropriation, et qui est le seul applicable. Alors, que dit ce truc-là? Il nous dit « Ne peuvent être désignés pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis 5 ans au moins. » Bon, un truc bien. Hein. Tout à l'heure, on disait il y a plein de tests qui existent, c'est vraiment super. Alors, le dossier d'enquête publique du Lyon-Turin nous dit mesures compensatoires, hein, parce que quand on porte atteinte à l'environnement, acquisition d'espaces naturels, avec rétrocession des terrains à un organisme conservatoire, par exemple le Conservatoire du patrimoine naturel de Savoie. Vous voyez, donc le promoteur dit, tiens, je prends des terrains, et puis là, je vais les rétrocéder, comme ça, on va avoir la biodiversité, tout ça. Super. Alors, on va passer à la diapo suivante. Alors, le Conservatoire des espaces naturels de Savoie et du patrimoine est donc un conservatoire où vous voyez qu'ils ont des partenaires financiers. Ben, ça tombe bien, ils ont des partenaires privés, ils ont Lyon-Turin Ferroviaire. Donc, ils vont être bénéficiaires d'une rétrocession, vous voyez, mais ils ont donc comme partenaire. À la fois, on a le droit d'avoir des gens qui mettent un petit peu de sous, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une influence. Le président du bureau et de l'association s'appelle Monsieur Philippe Gamin. Il a le droit aussi, et là, rien à dire, mais on va regarder juste là. Ah, il est aussi commissaire enquêteur. Il est commissaire enquêteur, bon, d'accord. À la fois, il connaît bien les compensations, hein, puisqu'il va être bénéficiaire des mesures de rétrocession. Donc, vous voyez, il est commissaire enquêteur. Alors, comme commissaire enquêteur, si vous voulez, avec ces 12 autres commissaires enquêteurs, qui se sont posés beaucoup de questions pour savoir, là, ces rétrocessions foncières, il faut vraiment que ça soit bien fait. Alors, ils ont fait une recommandation en disant à Réseau Ferré de France, hein, alors il faudra engager un rapprochement avec le CPNS pour la Savoie, dont le commissaire enquêteur se recommande à lui-même, bon, les 12 recommandent sont leurs copains là, et donc pour des conventions de gestion à long terme, donc vous voyez, c'est super en fait, vous voyez, donc vous avez une enquête publique, un dossier d'enquête publique, dans le dossier d'enquête publique vous avez une promesse de rétrocession foncière à un organisme dont le président est commissaire enquêteur, qui se recommande à lui-même avec ses 12 collègues qui le recommandent pour la gestion, des mesures compensatoires, et donc, vous comprenez, face à cette situation, un citoyen comme moi, en finalement, nous on intervient là-dedans avec quelques opposants, que comme une analyse pluraliste, vous voyez, des dossiers. Il y a 6000 pages, mais on les a regardés, notamment avec Raymond Avrier, avec Jean-François Roussel, qui sont ici. Et ces 6000 pages, on vient et on dit, voilà notre analyse pluraliste, on a trouvé ça dedans, donc on va au tribunal. Et pour que le tribunal prenne bien conscience que l'enjeu est un peu supérieur à la simple chamaillerie avec un commissaire enquêteur, on lui écrit, on va lui écrire. Mais avant, on a eu déjà le tribunal administratif de Lyon qui nous a dit que que les requérants ne démontrent pas plus qu'ils seraient intéressés à l'opération. Hein, vous avez vu, il n'était pas intéressé à l'opération, puisqu'il a la promesse d'une rétrocession foncière, il se recommande pour la gestion compensatoire et des conventions à long terme, et donc le tribunal administratif de Lyon nous explique que donc on ne fait pas la démonstration qu'il est intéressé. Bien sûr, toutes ces pièces, ils les ont eues dans le truc. Alors, on va à la cour administrative d'appel, et on lui dit... ils se sont trompés. On ne peut pas dire qu'il n'a pas d'intérêt. Vous voyez, il bénéficie de la promesse de rétrocession. Et alors là, la cour d'appel n'ouvre pas le débat. Ordonnance, sans débat, ordonnance de rejet, considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée d'Ibanez et communaux est manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions. Hop, pas de débat, vous allez au Conseil d'État, rebelote. Le Conseil d'État n'a pas encore statué, je ne désespère pas de la justice française,
Mais, nous avions écrit au premier juge, parce qu'à la cour d'appel, on n'a pas pu lui écrire, et on lui avait dit au premier juge, attention, voilà, le truc dit que ne peuvent être désignés pour exercer des fonctions de commissaire enquêteur des personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions. Et on dit, ces dispositions ont pour but précis celui de prévenir toute situation d'altération de la confiance de la population, et plus encore, toute situation facilitant la conclusion d'un éventuel pacte de corruption entre un maître d'ouvrage et une personne chargée d'apprécier l'utilité publique d'un projet dans le cadre d'une mission de service public. Parce que vous comprenez bien que si, quand vous mettez dans un dossier d'enquête publique, je promets des rétrocessions foncières au commissaire enquêteur ou à l'association qu'il préside, vous ouvrez un peu la porte, ce qui ne veut pas dire que vous avez transmis une valise de billets, mais ça veut dire qu'en tous les cas, le pacte pourrait être là. Et donc, je crois qu'il y a encore une diapo, je ne sais pas. Voilà, ben donc c'est une jurisprudence porteuse de grands espoirs pour les maîtres d'ouvrage, puisque il n'y a plus besoin d'aller dans les couloirs, on parlait des lobbies qui font ça en secret, maintenant vous pouvez écrire dans le dossier d'enquête publique, pas de problème, je vais promettre des rétrocessions au commissaire enquêteur, à son association et tout ça, et donc il va se recommander à lui-même, tout ça va très bien. Là encore, c'est un peu de l'économie circulaire, voilà, c'était juste une illustration. Merci. Merci à vous trois. Merci Daniel. Avant de passer aux questions, aux réactions, aux témoignages, une dernière question, parce qu'il faut quand même être positif. Quelle solution il faudrait, quelle solution pour éviter ce genre de grands projets, de dérives? Vous disiez que Grand Paris Express c'était quelque chose d'utile mais que c'était mal engagé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout ça s'arrête? Enfin, excusez-moi, je suis un économiste, donc le principal espoir c'est le fric. Le principal espoir c'est qu'ils n'aient pas d'argent pour le faire. Ah. Non, mais franchement, j'avais beaucoup reproché quand M. Macron est intervenu au 1er juillet 2017 pour dire, au moment de l'inauguration de la LGV vers Bordeaux, je ne suis pas ici je suis ici pour dire que c'est plus le moment d'en faire d'autres. Je signais demain et j'avais dit à la ministre, mais pourquoi il ne va pas plus loin? Parce que si on ne fait pas ces projets, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent. C'est parce qu'un certain nombre de ces projets, c'est pas tous sans doute, ne correspondent plus, ils sont sur le logiciel des 30 Glorieuses, ils ne correspondent plus. Mais fondamentalement, je reste désespéré sur ces histoires-là, puisqu'il faut bien comprendre que dans le logiciel d'un élu, 30 Glorieuses ou 30 Piteuses, le logiciel de l'élu, c'est de se survivre à lui-même. C'est la vie éternelle. Et au début de la vie éternelle, il y a Saint-Pierre qui est devant la porte et qui vous dit, tu veux rentrer au paradis des élus, qu'est-ce que tu as fait? Et l'élu, il dit, moi j'ai fait dépenser 10 milliards. Là, il rentre tout de suite. Voilà. Le gars qui a dit, j'ai fait une passerelle pour piétons qui a coûté 250 000 €, ben, il va au purgatoire. Donc, fondamentalement, il faut bien comprendre ça. C'est que la logique de l'élu est complètement fascinée par les grands projets parce qu'il est persuadé de contribuer à l'intérêt général. Voilà. Et le problème, c'est qu'un tunnel, si c'était encore une cathédrale, on peut penser que 800 ans après, elle se visite, elle attire les touristes, mais la visite d'un tunnel, franchement. Alors Françoise, oui. Alors Françoise, vous avez préparé un livre blanc. Oui, alors on avait fait, voilà. Mais juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi je me souviens être allée voir le président du Conseil général, donc un homme de plus de 60 ans sur le logiciel des 30 Glorieuses, et je lui ai dit, en fait, vous avez un problème avec la mort et les limites. C'est-à-dire, ce sont des gens, la limite ne peut pas exister, ni la limite du mandat, ni la limite à l'urbanisation, à la construction, etc. Donc, ils ont un problème de limite. Donc, nous, ce que nous avions fait, quand on est allé voir la commission Richard, on avait donc élaboré un diagnostic des dysfonctionnements, comme vous l'avez vu. Mais on avait aussi fait des propositions, parce qu'on est des gens très constructifs. Donc on avait dit, par exemple, eh bien, l'étude environnementale, elle ne doit pas être faite par le porteur de projet. On en a un peu parlé ce matin ou cet après-midi, je ne me souviens plus. On a un peu dit ça. C'est évidemment, vous comprenez, que Vinci n'a pas cherché tous les tritons qui étaient à Notre-Dame. Hein. Donc, puisque c'est lui qui devait faire l'étude environnementale, il a trouvé un triton quand il y en avait 3 d'espèces. Donc on avait dit, bah ça, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ce soit le porteur de projet qui paye,
mais ça doit être sous le contrôle de l'État éventuellement, enfin bon, tout ça, très bien. On avait dit transparence obligatoire, on avait dit obligation pour les élus avant de voter, d'entendre les porteurs d'opposition ou les projets alternatifs, obligation de les entendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On avait fait énormément de propositions très particulières sur les recours aussi, voir quels sont les recours qui doivent impérativement être suspensifs. Lorsqu'on détruit de manière irréversible une zone humide, c'est pas la même chose quand même hein, que d'avoir un bâtiment qui est déjà sur une zone urbanisée. Donc on avait dit, on comprend bien que tous les recours ne puissent pas être suspensifs, sinon on n'arrivera jamais à construire quoi que ce soit, mais quand même, on a dit aussi ce matin qu'il y a des bâtiments qui ont été, ensuite dont le permis de construire a été annulé par le TA alors qu'ils étaient réalisés. Donc nous, l'aéroport, on aurait très bien pu, et c'est pour ça qu'on a été obligé d'occuper le terrain, on aurait très bien pu avoir le démarrage des travaux avant la fin des recours devant la justice. Donc on a fait toute une série de préconisations. Nous avons été chaudement félicités pour notre travail exceptionnel, parce qu'à Paris, ils pensaient que tout mouvement d'opposition était probablement représenté par des punks à chiens, ou... Ils pensaient qu'on n'avait même pas de téléphone portable pour vous. Voilà, ils ne connaissaient pas nos numéros. Mais donc on est arrivé, ils nous ont demandé si on avait répété avant, tellement on était très bon quoi. Hein, on était stupéfaits. Et j'ai donc une excellente nouvelle aussi à vous annoncer, un peu comme celle de Daniel. Aucune de nos préconisations n'a été retenue dans alors ça a été fait par, non pas par la loi, mais par... aidez-moi. Non, pas par décret. Ordonnance. L'ordonnance qui a modifié le dialogue environnemental n'a retenu aucune de nos propositions. Et donc, on aura demain de nouveau Notre-Dame-des-Landes, de nouveaux barrages de Sivins, etc., etc. Et merci aussi à Christine Colomb qui a organisé cette université. Je passe la parole à Jean-Christophe Picard pour clôturer cette université 2018 d'Anticor. Alors merci à nos intervenants, c'est une belle université parce que nous-mêmes on apprend beaucoup de choses grâce à ces spécialistes qui viennent alimenter notre réflexion. Alors nous-mêmes à Anticor, on avait quand même commencé à se méfier des lobbies, puisque comme je vous l'ai dit, on avait été auditionné dans le cadre de projets de loi, notamment le projet de loi pour la confiance dans la vie politique, et on avait insisté sur l'encadrement de l'activité des lobbyistes. On avait d'autant plus insisté que c'était dans le programme du candidat Macron et donc dans le programme de tous les députés En Marche qui s'étaient engagés sur le candidat Macron. Donc normalement, il y avait une majorité pour encadrer l'activité des lobbyistes. Il n'y a rien dans cette loi. Nous avions proposé des choses assez simples, hein, finalement. C'est d'une part interdire les tête-à-tête. Nous-mêmes, nous sommes un groupement d'intérêt. Nous sommes auditionnés, mais c'est public. Nous sommes auditionnés devant plusieurs sénateurs ou plusieurs députés, c'est public. Le document que nous remettons, que nous lisons, est même disponible sur notre site, enfin tout est traçable. Donc nous demandons, oui, bien sûr que les groupements d'intérêt peuvent être écoutés et entendus. Je crois qu'il y avait des députés européens, Thierry Cornier, qui rappelait, c'est utile, on a des informations, ils nous donnent un point de vue, donc on n'est pas pour interdire l'expression des lobbies, on est juste pour l'encadrer, donc que cette expression, cet échange d'arguments se fasse dans un cadre officiel, comme c'est le cas pour Anticor. Je ne vois pas pourquoi à Anticor on serait cantonné dans des auditions officielles et que certains auraient des tête-à-tête un petit peu discrets dans des restaurants luxueux, voire des voyages, puisque non seulement les députés et les parlementaires, enfin les députés et les sénateurs, pardon, ont le droit d'accepter des cadeaux, ils ont le droit d'accepter les voyages. C'est prévu dans leur charte déontologique. Voilà, donc interdire les tête-à-tête, interdire strictement les cadeaux et les voyages. Comme pour un fonctionnaire c'est zéro cadeau parce qu'on estime qu'on pourrait porter atteinte à son impartialité. Alors, vous imaginez bien qu'un parlementaire qui fait la loi, je ne vois pas comment on pourrait accepter qu'il puisse recevoir des cadeaux sans limitation de plafond, puisque on a juste posé le principe qu'à partir de 150 €, il devait les déclarer, mais enfin, déjà, on n'est pas vraiment sûr qu'il les fasse. Un petit peu comme les costumes de François Fillon. Rappelez-vous, il avait dit, mais moi, on ne me l'a pas donné en tant que député, on me l'a donné en tant que François Fillon. Bah oui, parce que quand on vous remet un cadeau, on ne vous dit pas si on vous le remet parce que vous êtes président, parce que vous êtes maire, parce que vous êtes sympa. Donc évidemment, c'est impossible de contrôler la remise des cadeaux, il faut l'interdire strictement. Et enfin, une idée toute simple, nous voulons la traçabilité, l'empreinte normative des textes, c'est-à-dire que si
un lobby propose un amendement et que cet amendement est relayé par un parlementaire, il n'y a pas de problème, et qu'ils le disent. Ils disent « je relaye l'amendement proposé par l'association Anticorps » ou « je relaye l'amendement proposé par Bayer », pas de problème. Qu'ils le disent, qu'on sache d'où vient cet amendement, qu'on sache qui fait la loi. Donc voilà les mesures qu'on a proposées qui ont évidemment pas été retenues. Mais on va continuer parce que depuis la sortie de Nicolas Hulot, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à crier au loup et qu'évidemment qu'un ministre démissionne en partie à cause d'un lobby et de la présence d'un lobbyiste, parce que ça a été la goutte d'eau, hein. Lui-même ne supportait plus cet aspect des choses, donc il faut quand même, je pense, un petit peu réagir et encadrer sérieusement cette activité. Sur l'aspect des grands projets inutiles, on se bat également depuis l'affaire Alstom. On se bat pour sensibiliser, ou plutôt pour créer une sanction pour les élus qui ne géreraient pas bien le pays. Vous savez que Christine Lagarde a été condamnée pour on dit négligence, mais en fait c'est détournement de fonds publics par négligence. Elle a entraîné une perte pour l'État de 400 millions, elle a été condamnée pour détournement de fonds publics par négligence. Et on a attaqué pour ce délit, on a attaqué dans l'affaire Alstom, puisque l'État a volontairement renoncé à lever l'option dans ce dossier. Donc l'État a renoncé à gagner 350 millions, puisqu'il y avait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous voulez, si l'État achetait une action, mécaniquement il recevait 8 € par action, donc il y avait sans aucun risque, on gagnait 350 millions, sans parler de l'aspect, on va dire, spéculatif. Hein. Et en gros, on a perdu 500 millions, dont 350 millions qui étaient sûrs, qui étaient sans aléa. Donc c'est légal, hein, on a le droit de perdre de l'argent, sauf que nous on dit non, en l'espèce, on pense qu'on peut qualifier ces faits de détournement de fonds publics par négligence, donc on attaque et on essaye justement il y a un article de loi dans le code pénal, il y a une jurisprudence qui est la jurisprudence Lagarde, et on essaye de faire vivre cette jurisprudence pour qu'un jour, c'est vraiment l'objectif qu'on a, les hommes politiques rendent des comptes devant les tribunaux, comme ça s'est passé pour le premier ministre islandais, qui est passé devant le juge parce qu'il était accusé d'avoir mal géré le pays. Et le jour où on arrivera à ça, je pense que les élus feront un peu plus d'attention parce qu'on est tous un petit peu quand même étonnés d'une part de l'existence des grands projets inutiles, mais il n'y a aucune sanction ensuite. Aucune sanction. Christine Lagarde, qui était reconnue coupable détournement de fonds publics, ne dispensait pas non plus, il n'y a même pas eu de sanction interne, elle reste présidente du FMI. Si encore on dit, bon, dispense de peine, mais au moins là on la limoge, qui est quelque chose symbolique, il y a eu 0 sanction. Et ça c'est juste pas possible. Voilà, moi j'aimerais bien savoir qu'au moins on me dise, bon, il y a une erreur qui a été faite, ça a entraîné des millions ou des milliards même de gaspillage, il faut qu'à un moment donné, des gens rendent des comptes devant un tribunal et soient sanctionnés. Donc on essaye, voilà, il y a une petite porte d'entrée juridique, on essaye de faire vivre cette jurisprudence. C'est pas facile, le procureur dans l'affaire Alstom a refusé d'ouvrir l'enquête, donc on a saisi le procureur général, qui lui-même ne nous répond pas, donc on va certainement se constituer partie civile. Donc vous voyez, c'est pas évident, mais l'enjeu c'est ça, c'est de comment dire, créer une sorte d'interdiction de mal gérer. Voilà. C'est pas encore le cas, et aujourd'hui il y a une certaine nonchalance qui s'est instaurée, pas qu'à l'État, pas qu'au niveau de l'État, mais à tous les échelons, où en gros on fait à peu près n'importe quoi, on se dit c'est pas grave, les gens oublient, et de toute façon le jour où on va le découvrir, je serai loin, donc on essaye un petit peu de changer tout ça. Merci de votre présence, ça nous a fait chaud au cœur d'avoir autant de personnes pour venir nous écouter. Et puis pour les adhérents d'Anticorps, on a prévu un petit buffet. Et puis pour les autres, adhérez à Anticorps. Voilà, sachez. Alors, n'adhérez pas parce qu'on a un buffet, mais voilà, on ne vit que des cotisations et des dons. Bon, alors c'est pas toujours facile, on va dire, pour financer nos actions, mais sachez que votre cotisation, votre soutien sera très utile pour nous inciter à continuer. Merci à tous. Au revoir.